Le temps qui passe, la pluie sur un trottoir, bienvenue dans Paname, la romantique. Le syndicalisme, c'est pas simplement la revendication de tous les jours, ça doit être utile quotidiennement. Romantisme en chanson, Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire. romantisme des idées, Si la culture n'est pas un facteur de lien social, c'est qu'elle loupe quelque chose. romantisme des sentiments et romantisme des paysages. Je vous emmène aujourd'hui dans le 11e arrondissement de Paris. Quartier connu depuis les années 90 pour ses bars à musique, ses nombreuses terrasses et la jeunesse qui arpente la rue Oberkampf tous les soirs à la recherche d'un nouvel endroit à la mode. La plupart de ces rendez-vous pour noctambules occupent les anciens ateliers, les petites fabriques, voire les grandes manufactures qui pullulaient autrefois. Et ces ateliers qui ne servent pas à boire aujourd'hui accueillent des créateurs, des graphistes ou des artistes. Bonjour Philippe, Bonjour, comment ça va? bien. Dites-moi, c'est pas la cité du figuier ici, c'est la cité du palmier. Oui, il a 40 ans. C'est vous qui l'avez planté? Oui. Quand vous êtes arrivé? Quand on est arrivé, on a planté d'abord la vigne et ensuite le palmier. Et alors, comment c'était il y a 40 ans? Comment vous avez trouvé cet endroit surtout? En 79, on était toute une bande qui habitait place de la Bastille. Il y a eu à ce moment-là le projet de l'opéra. Donc les beaux commerciaux que nous occupions ont vu leur loyer augmenter d'une façon considérable. Donc on a cherché à s'exiler dans un quartier plus abordable. Et alors, quand vous êtes arrivé ici, c'était quoi? Ici, c'était une usine de chaudière de chauffage central. C'était juste l'époque où les industriels se posaient la question d'aller travailler à la périphérie plutôt que de rester dans Paris. Pourquoi ils voulaient partir? Parce que c'était inaccessible pour les camions lourds, la tôle, les poutres en fer. Il faut imaginer que là, en travers de la cour, il y avait des ponts roulants pour rentrer la ferraille dans les ateliers. Donc des ponts roulants avec des palans, etc. Donc vous êtes une bande de copains peintres? Pas tous des peintres, il y avait un sculpteur, un céramiste, un tapissier, donc on était 5 couples. Et après, vous avez construit vos logements là? Voilà, c'est ça, on a construit nos ateliers d'abord, puisque c'était pour ça qu'on venait ici, et ensuite les logements, oui. Mais vous avez vu, vous, la cité en activité, vraiment? Oui, la cité était complètement en activité. Ça bougeait tout le temps, il y avait toujours de Oui, et puis il y l'activité, avait- toujours mais du il y avait passage. surtout un bruit infernal. Il y avait beaucoup de machines bruyantes. En face, c'était sciage précis. Donc c'était un monsieur qui sciait toute la journée. Au fond, il y avait un emboutisseur qui faisait des trompettes pour la SNCF. Au début, on ne savait pas. Puis tous les jours, on entendait un bruit de trompette. Et en fait, c'était le banc d'essai des trompettes. Le fabricant de cintres, il est parti le dernier. Il était resté en activité jusqu'à il y a 4-5 ans. Quoi. La façade, elle était comme ça quand vous avez pris l'atelier? Ah non, pas du tout. Pas du tout, c'était une ruine complète. C'est un vestige de l'exposition universelle 1889. Les éléphants, c'est un de mes fils qui les a faits pour orientaliser un peu plus la façade. Bah merci Philippe de cette petite découverte de la cité du figuier. Au revoir. Au revoir. Si la cité du figuier respire la douceur de vivre, elle débouche dans une rue Oberkampf qui a conservé son côté populaire lié à son passé industriel. Bon,
devrait pas tarder. Ah, moi je vais... Frédéric. Oh Yvan. J'étais certain que j'allais vous trouver là. Vous Évidemment. avez encore passé la nuit à faire la fête. Après, on pourrait, parce que les lieux sont tellement extraordinaires. s'assied Asseyons-nous, oui. On va essayer de prendre un petit Ouais, café. Oui, j'ai commandé, ça va arriver. Donc, c'est un lieu extraordinaire de plaisir, mais seulement, j'ai envie de dire, depuis les années 90, 1990. Hein, Parce qu'avant, on travaillait ici. oh là là, Beaucoup, puis alors, même. on savait ce que c'était que le travail, et la sueur, et les larmes, parce que c'est difficile. Alors, plusieurs métiers ont eu cours ici. On a eu le travail des peaux, le travail du tissu. Ah, d'ailleurs, si ça s'appelle la rue Oberkampf, Oberkampf, c'est quand même un homme qui a travaillé le tissu. Qui a inventé la toile de Jouy. Absolument, au XVIIIe siècle. On n'est pas loin du boulevard Richard Lenoir. Alors, c'est pas monsieur Richard Lenoir, c'est monsieur Richard et monsieur Lenoir. Ils ont travaillé ensemble et ils ont travaillé sur du tissu aussi, un tissu anglais qu'ils avaient importé. Et monsieur Richard a été la plus grosse fortune du XIXe siècle en France. Incroyable. On y a travaillé le bois et surtout le métal. Ah oui, les métallurgistes. Alors, ils étaient fondeurs, ils étaient... c'est pour moi. monsieur, ça a allongé. Il passe sa vie comme ça. Alors, ah oui, volontiers. Ah, ça, oui. Vous me la paierez cher. Ça, c'est pas nécessaire. Enfin, ça fait rien. Bon. Et puis, petit à petit, tout ça va être transformé parce que c'est trop cher. Il va falloir quitter le centre et le cœur de Paris. Et du coup, tout ça va être repris par les architectes, les designers. Ils vont faire là de véritables ateliers. Et puis, les endroits plus modestes, ça va devenir des cafés à la mode, des Des bars bistrots, branchés, oui, des qui bars portent le branchés. nom des anciennes En entreprises. plus, hein. on y retrouve des noms de travail et de travailleurs. Alors, si vous voulez parler travail, si vous voulez parler travailleurs, il faut parler avec les métallurgistes. Ils sont encore présents. Ils sont pas très loin. Juste Avec la derrière. maison des métallos, on va y aller. Absolument. Ah ben, On finit notre café déjà. Ah bah oui, évidemment. On fait chin avec le café, non? Ouais, allez, on fait Allez, chin, ah, mais chin. comme hier soir. Parallèle à la rue Oberkampf, la rue Jean-Pierre Timbaud garde la trace des mobilisations ouvrières de 1936. La Maison des Métallos était une fabrique d'instruments de musique avant que la CGT ne rachète cet immense bâtiment pour y installer son union fraternelle des métallurgistes. Jean-Lucien, Bonjour. c'est l'heure de la pause. Ouais, relax. Ça tombe bien, on est devant le répit du travailleur, parce que ici c'est quand même un endroit de travailleurs. Ah, plutôt, historiquement, c'est le lieu du rassemblement des métallos d'Île-de-France. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé exactement ici? Comment l'Union fraternelle des métallos s'est installée dans ce bâtiment? L'histoire est un peu simple, on pourrait dire. Les métallos, au lendemain des grandes grèves de 1936, une syndicalisation importante et des finances en rapport, investissent dans cette maison. Le droit syndical n'existe pas. Les réunions, c'est le soir, le samedi, c'est le dimanche. Mais dans le même temps, dans ce lieu, il y a d'autres endroits où il y a des aspects culturels d'exposition. C'est la librairie, mais aussi il y a une chorale. C'est aussi un endroit où on fait les balles le samedi soir. Les anciens, ils le disent, c'est plus comme aujourd'hui, il n'y avait pas la voiture, le train, l'avion pour circuler comme ça. Ici, c'était vraiment un endroit de vie, de famille. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît impensable de refaire ce genre de choses. Lucien, revenons un peu, comme si vous voulez bien, sur les grands combats politiques qui ont été menés ici. À l'intérieur, dans la maison, il y a la cour des brigades internationales, avec une photo et la plaque, y compris avec un personnage illustre qu'on connaît tous, Roll Tanguy, un métallo, un grand monsieur. Vous dirigez la boutique depuis combien d'années maintenant? Je suis là depuis 9 ans. Je suis le président de l'Union fraternelle des métallurgistes. Depuis 9 ans, donc vous la connaissez, c'est votre deuxième maison ici. Oui, j'y passe beaucoup de temps. On traverse la rue, on se dirige vers cette maison des métallos? Oui. Dites-moi, vous avez oublié de me raconter quelque chose d'important quand même tout à l'heure. C'est la maternité des Bleuets. Bien sûr, avec en 1953 l'accouchement sans douleur. Le docteur Lamaze, qui revient d'Union soviétique, qui a découvert cette technique là-bas, il a rapatrié cette technique en France. Et c'est vrai que les métallos sont pionniers. Il faut savoir que le Vatican condamnait cette méthode de l'accouchement puisque la femme devait accoucher dans la douleur. Donc c'est grâce à vous, si les femmes aujourd'hui maintenant accouchent Alors, sans souffrir. je ne me permettrai pas de dire cela comme ça parce que pour connaître quelques salariés ici, quand on leur dit l'accouchement sans douleur, elles nous disent ah, ça se voit que c'est pas vous qui accouchez. C'est vrai. Elle n'était pas très loin cette maternité des Bleus, elle était de l'autre côté là-bas. hein. Voilà, elle est à 300 mètres derrière, mais les cours de l'accouchement sans douleur avaient lieu dans cette salle, la salle Jean Borne. Lucien, c'est une maison importante hein, pour vous. On sent quand même quand vous en parlez que votre cœur y vibre. hein.
Ah ouais, nos anciens ont été très visionnaires quand ils ont construit ce patrimoine. Le contenu qu'ils y ont mis reste toujours valable aujourd'hui. Ça s'est passé comment pour vous? Comment vous êtes rentré dans le syndicalisme? Pas naturellement, parce que je ne sors pas d'une famille, ni politiquement, ni syndicalement, dans mes idées d'aujourd'hui. Mais j'étais assez, je ne veux pas dire contestataire, mais je trouvais qu'on était déjà dans un monde en 1976 où il y avait les premiers prémices de la crise et j'avais un certain nombre de désaccords. Déjà, une des valeurs essentielles pour moi, c'est la défense collective de nos intérêts. Et ça, c'est un élément essentiel, y compris souvent, je pense à moi qu'après avoir pensé aux autres. On ne milite pas pour soi-même, on milite pour les gens. Je vous laisse, moi je vais dans l'ancienne maison des métallos, qui maintenant est devenue un centre culturel. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Philippe, c'est agréable de se mettre à l'abri. Vous dirigez l'établissement. Oui. On peut dire que c'est un établissement culturel, c'est ça? C'est un établissement culturel, tout à fait. Ce qui est important pour vous, c'est que ça reste très très ouvert sur quoi? Sur le quartier? Mais ça reste ouvert sur le quartier et ça reste ouvert sur, j'ai envie de dire, les bruits du monde. C'est-à-dire que le quartier, c'est quand même aussi un reflet de notre monde mondialisé, si je peux dire, parce qu'il y a une diversité de religions, d'origine ethnique qui est absolument extraordinaire. Il y a une mosquée en face, de l'autre côté. Pas très loin, il y a une école privée. Oui, une école catholique. Tout oui, ça qui est marche, même mitoyenne de la mosquée. Oui, ça va Eh bien, ça cohabite pacifiquement. Oui, tout à fait. C'est votre rôle aussi de pacifier un peu tout si la culture n'est pas un facteur de lien social, c'est qu'elle loupe quelque chose. Ici, par exemple, on peut rentrer, passer la journée dans le hall, personne ne demande rien. Toute la journée, vous avez des personnes qui s'installent sur la mezzanine, la Wi-Fi est gratuite, il y a de la presse du jour. Et donc, on a toute la journée des personnes des environs du quartier, soit qui se donnent rendez-vous, qui font des petites réunions. Il y a parfois des réunions de 7-8 personnes. On ne sait pas qui c'est, on ne leur demande pas, tout va bien. Quand ils nous le disent, c'est sympa, mais ce n'est pas obligé du tout. Voilà, il y a des tas de choses spontanées qui se passent, des gens qui viennent avec leur ordinateur pour travailler. Il y en a, paraît-il, qui écrivent un livre. Il y a des personnes âgées du quartier qui donnent des cours de soutien scolaire à des collégiens, enfin, des choses spontanées comme ça. Voilà. C'est ouvert au public du lundi au samedi, et puis tous les soirs, y compris les dimanches et les après-midi de dimanche, où il y a des activités, et c'est quand même la majorité. C'est-à-dire les activités, ça peut être des expositions, ça peut être des rencontres débats, des projections, ça peut être bien évidemment du spectacle vivant. Voilà, on a fait par exemple des journées de rencontres intellectuelles ouvriers qui ont eu un succès public presque surprenant. Voilà, il y a des thèmes comme ça. Aujourd'hui, il y a une grande soif de rencontres, de débats, de discussions, d'échanges. Et je vois aussi qu'il y a une soirée spéciale Jean Ferrat. Là, c'est complet. Hein. Jean Ferrat, ça marche Jean Ferrat, aussi. c'est samedi après-midi, c'est archi complet. On est vraiment dans l'esprit du lieu, dans l'esprit du quartier. Complètement. Bah oui, parce que c'était les chanteurs populaires et puis engagés. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce quartier, dans l'histoire de cette maison, qui est de l'ordre de l'engagement social très fort. Frédéric, Yvan. je sors de la maison des métallos, endroit incontournable du quartier, un quartier où il y a encore de nombreuses traces de la lutte ouvrière. Ah oui, vous êtes presque accroché auprès du premier symbole, regardez. Esplanade Roger Linné. C'est le nom qu'on a donné à cette esplanade en l'honneur de ce révolutionnaire, communiste, résistant, personnage incontournable, secrétaire général d'un syndicat et de la CGT évidemment, métallurgie. Il a tout fait, il a fait la guerre, la résistance et puis le combat syndical. En 1936, il était déjà là, hein, évidemment. Donc voilà, ça fait partie de ses emblèmes. Ça a été le quartier aussi de Léon Blum. Ah oui, Léon Blum, l'homme de 36, Léon Blum, l'homme des congés payés, Léon Blum, l'homme des accords de Matignon, Léon Blum, l'homme des 40 heures de travail, 40 heures quand même. Et puis juste à côté, parce que là on est sur une esplanade, mais il y a une rue qui passe là, qui est la rue Jean-Pierre Timbaud, lui aussi personnage emblématique du combat qui a été arrêté par les Allemands pendant la guerre.
envoyé dans un camp du côté de Nantes et de Châteaubriand. Et puis là, à Nantes, il y a un événement incroyable. La résistance tue un lieutenant-colonel, Karl Holz, qui était le chef des armées nazies en Loire-Inférieure. Du coup, les Allemands veulent se venger, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il va y avoir 48 otages qui vont être assassinés, dont Jean-Pierre Timbaud, pour venger le pseudo-honneur de cet officier supérieur nazi. Bon, et puis on est dans ce quartier où il y a aussi tout nouvellement une nouvelle place qui s'appelle la place Jean Ferrat, en haut de la rue Oberkampf. Ah oui, communiste revendiqué, et puis qui a chanté les travailleurs, comme il savait si bien le faire, en mettant en musique aussi des poèmes d'Apollinaire, des poèmes de grands auteurs. Et de belles chansons d'amour. Ah bah aussi. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire. C'est beau ça, non? C'est beau. C'est Jean magnifique. Ferrat. C'est Jean Ferrat. Merci. Une pièce? Good day is the world with you in it. A good day is a heart with no limit. Show me forever, know me forever, oh. A good life is the one we are knowing. A good life is the way we are growing. Know me forever. Me voici devant l'une des plus anciennes manufactures du quartier, celle qu'Antoine Griset ouvrit en 1760 pour y fondre des métaux précieux. Si on ne croise plus les chevaux qui servaient à activer les laminoirs, on peut en revanche y rencontrer de drôles de personnages. Ah ben il y a encore des gens qui travaillent avec leurs mains dans ce quartier, il y a encore des manufactures. Effectivement. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je suis sculpteur designer et donc je travaille des objets pour la publicité en général et avec du plâtre, du bois, du plastique, du métal, n'importe quelle sorte de matière. Tout ça dans une ancienne usine, Tout ça dans une ancienne usine, la Cité Griset. la Cité Griset. Alors là tu travailles sur quoi? Ça n'a pas l'air d'être une sculpture parce qu'on voit des objets électroniques. Alors c'est un projet personnel sur lequel je travaille qui est un robot entièrement imprimé en 3D en open source. Ce qui fait que chaque pièce que je dessine, je la mets sur Internet. Les gens, s'ils ont une petite imprimante 3D, ils peuvent reproduire chaque pièce de ce robot. C'est ce qu'on entend derrière, c'est l'imprimante qui est en train de marcher, qui fait des pièces du robot. Alors quand tu dis open source, ça veut dire que c'est totalement partagé sur Internet, chacun peut reproduire comme il l'entend. C'est ça. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec, à partir du moment où c'est non commercial. Comment il s'appelle? InMove. Pourquoi tu fais ça? C'est avant tout un projet personnel, c'est-à-dire que j'ai démarré avec la main, que j'ai partagé sur Internet. Les gens ont été très très intéressés par le projet. Et puis petit à petit, j'ai avancé, construit chaque élément, mis toujours en partage sur Internet. Et ce qui fait qu'il y a une communauté qui s'est fondée autour du projet InMove. Et les gens peuvent reproduire ce robot un petit peu partout. Alors pour l'instant, il lui manque quand même les jambes. Il manque les jambes. C'est-à-dire que pour l'instant, toute cette partie-là vaut à peu près 1 500 €, avec les moteurs inclus, imprimés en 3D. D'accord ? Les jambes, pour l'instant, tous les moteurs que je trouve, pour qu'ils soient suffisamment rapides et qu'on puisse les trouver partout, c'est toujours très cher. Je pense que j'en aurai à peu près pour 60 000 €, un truc comme ça. On lui fait faire un essaye. petit mouvement? Oui. What is it? Did you say? What is it? Yes. Il a combien de petits frères en tout en ce moment? Alors à peu près entre 150 et 200 clones, c'est un petit peu difficile à évaluer, mais on pense que c'est 200 clones. La main a été téléchargée 80 000 fois. Pourquoi la main intéresse autant de gens? Alors la main, elle sert énormément pour des projets de prothèses, de recherche de prothèses. Du fait que chaque doigt est indépendant et motorisé, ça permet en fait d'installer des capteurs musculaires sur la peau, sur les muscles, et de détecter les mouvements. Donc un jour, cette main-là pourra être sur l'avant-bras de quelqu'un qui a perdu sa main. Tout à fait. Da Vinci. Okay. Did you say? Finger left. Ce
qui est incroyable, c'est qu'il a des côtés humanoïdes importants. Ça, c'était important pour toi qu'il ressemble vraiment à un robot humain? Oui, c'est pour ça que je considère que c'est pour moi une sculpture, parce que c'est vraiment là-dessus que je travaille, de façon à ce que la mécanique puisse s'intégrer dans la forme du corps. Shake hand. Voilà. Nice. Yes, indeed. Did you say perfect? Ok. Ok, boy. Rest. Wow, I feel good. I love this. I love you. Si on m'avait dit qu'un robot pouvait m'émouvoir un jour, je ne l'aurais pas cru. Et si on m'avait dit qu'il restait une petite entreprise en pleine forme, un atelier bruyant et grouillant d'activité, je ne l'aurais pas cru non plus. Et pourtant, chez Desbourdes, ça usine encore. Bonjour Monsieur Lavaro. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Et c'est une véritable caserne d'Alibaba chez vous, hein? Ça brille. Petits bijoux. Ça brille. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? On transforme le plomb en or? Non, pas de plomb quand même. Mais non, nous recevons du métal. Là, c'est des chaînes, elles sont en laiton. Et le fait, c'est qu'il faut le rendre couleur or. Donc votre métier, c'est d'horreur. C'est d'horreur, voilà, exactement. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Là, c'est quoi ça? Alors ça, c'est tout simplement. Papillon. Alors ça, c'est du métal, tout simplement du laiton, réargenté et resatiné de façon à donner un effet mat. Qui sont vos clients? Alors nos clients, là, ceux-là, c'est des clients, des bijoutiers, mais nous avons également une bonne partie, c'est des clients au niveau de la haute couture quand même. De la haute couture? Oui, les accessoires métalliques. Les boucles. Les boucles de ceinture, les bijoux pour les défilés de mode, voilà. Et alors tout ça, ça se passe derrière? Le traitement électrolytique, ça se passe là. Avec Martin. Je vais aller le voir, Martin, si vous voulez. Allez-y. Son métier, c'est galvanoplaste, c'est ça? Enfin, le mot galvanoplaste, on dirait que c'est plutôt du passé. Maintenant, ça s'appelle plutôt électroplaste. Avec son diplôme de biologiste, Martin devait faire carrière dans la chimie agroalimentaire. Après avoir goûté à l'or liquide, il est resté chez Desbourdes. C'est super rapide de dorer. Vous passez de bain en bain comme ça, puis c'est aussi simple que ça? Il faut aller très vite en fait. Il faut aller très vite. Il faut aller très vite parce que quand je suis hors du bain, je suis dans l'air et l'air oxyde le métal. D'accord. Donc il faut avoir des jambes. Donc je suis obligé de faire très vite entre chaque bain. Passage. Ouais. Et là, ça va être dans le cuivre alcalin. Et donc là ça va être quoi? Qu'est-ce qui va se passer là? Le principe, il est très simple. C'est le principe d'une pile électrique. C'est une oxydation, mais inversée. C'est-à-dire qu'à l'anode, on a du cuivre qui est sous forme métallique, solide. La matière première là. Et qui va, avec le courant électrique, se dissoudre dans le bain en solution, être transporté par le bain. Et à la cathode, la réaction inverse se fait, c'est-à-dire que le cuivre se redépose sur la pièce sous forme métallique. Il repasse de la forme ionique à la forme métallique. Alors ça, c'est pour le cuivre? Ça, c'est pour le cuivre. L'argent, c'est où? L'argent, c'est derrière. C'est là? La première étape, c'est le bain de cuivre. D'abord en cuivre, D'accord. après en argente. Il faut combien de temps pour que ça passe, pour que l'argent se dépose là? Ces pièces-là, c'est des pièces qu'on charge pendant à peu près une demi-heure, qui ensuite vont être oxydées et dégradées. Et combien d'épaisseur d'argent dessus? En une demi-heure, il y a à peu près une vingtaine de microns d'épaisseur. C'est pas beaucoup ça. Non, c'est pas beaucoup. 20 microns, ça fait 20 millièmes de millimètre. D'accord. Et on va jusqu'à combien? C'est à peu près l'épaisseur d'un sac plastique. On peut aller jusqu'à plusieurs millimètres. Et l'or, c'est où? L'or, c'est derrière. Je vais vous montrer. Ça va être doré. Ça, je vais les dorer tout de suite. Je rince bien. Systématiquement, il faut rincer. Et là, ça va rester combien de temps? Là, quelques secondes. C'est un flash. C'est la première, la première adhérence avec de l'or. Là, l'épaisseur d'or est très faible. C'est incroyable. Mais déjà visuellement, c'est doré. En quelques secondes, il y a de l'or qui s'est déposé. C'est une vraie passion. Comment C'est ça? une vraie passion. Comment ça, c'est une passion? On nous amène des pièces qui ne sont pas encore des bijoux, qui sont du métal. Et à la sortie, c'est des bijoux. Donc ça a toujours quelque chose de un magique. côté magicien, c'est Ça ça? a quelque chose de magique, voilà. Et c'est compliqué d'apprendre cette magie? Un petit côté alchimie.
C'est compliqué, c'est long. C'est long et le problème que vous aurez, c'est que personne ne vous l'apprendra. Comment ça? On est très très peu nombreux en France vraiment à bien maîtriser cet art. Et il y a vraiment, chaque ancien garde ses secrets et ne transmet pas ses secrets comme ça. D'autant plus que comme c'est un travail à très haute valeur ajoutée, c'est pas le genre de secret qu'on a tendance à raconter à n'importe qui. Ça veut dire que vous n'allez pas le transmettre, vous? Pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Je laisse les attacheuses attachées et je déplace mon vélo de quelques mètres pour relever un nouveau défi sportif. À la quille, un bar très sympa de la rue Saint-Maur, on gagne à tous les coups. Enfin, surtout moi, c'est la magie de la télé. Allez, à moi de vous lancer un défi. Serez-vous capable de me retrouver dans le bar du moment? L'adresse est confidentielle, le perchoir est niché sur le toit d'un immeuble. Je vous invite à profiter de cette vue imprenable sur le quartier et à retrouver cette émission sur le site de France 3 Paris sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Songs that I write have no light anymore. No sunshine when she's gone. Hurts my spine to record. Now I'm trying to get dry in a storm. Used to lay down and watch it rain. Now the raindrops have changed. It's not the same. These days you were just a tumor. I can't seem to get up off the brain. It's raining outside. I remember when we used to lay down and watch it rain.